Je suis Jean-Philippe Tanguy, je représente le parti Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Je vis entre Abbeville et Paris et nous travaillons sur le RIC, écoutez, depuis la création même du parti Debout la France. À l'époque, il s'appelait Debout la République, en 2007. Mais même quand c'était un club au sein de l'ancien parti gaulliste qui était le RPR de Jacques Chirac, nous étions déjà pour le plus grand nombre de référendums et pour la démocratie directe en général, dans le respect à nos yeux des racines du mouvement qui sont des racines gaullistes. Et pour nous, au-delà des contingences historiques, c'est-à-dire de la possibilité de mettre en place techniquement, démocratiquement et politiquement un RIC, la démocratie directe est dans l'ADN du gaullisme. Donc pour nous, c'est tout à fait naturel de défendre, plus les années passent, plus la démocratie peut être directe pour nous. Alors nous défendons la plupart des RIC qui sont dans le débat public aujourd'hui. Alors le RIC le plus important, le plus naturel, j'ai envie de dire, c'est naturellement le RIC législatif, c'est-à-dire la possibilité de faire adopter par RIC toute norme législative nationale, donc une loi ordinaire. Donc pour ce RIC-là, nous demandons une réforme importante de ce qui se passe aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui en France, il n'y a qu'un référendum d'initiative partagée, avec deux blocages qui nous semblent complètement illégitimes et antidémocratiques. Le premier blocage, c'est l'avis des parlementaires, c'est-à-dire, dans un premier temps, le fait que les signatures des parlementaires soient nécessaires pour engager le processus de signature, et dans un deuxième temps, une fois que les signatures sont récoltées, que ces mêmes parlementaires puissent répondre même à la question par l'affirmative, la négative, et mettre fin, dans les deux cas, s'ils le souhaitent, à ce processus. Donc en fait, ce n'est pas du tout un référendum d'aspiration de démocratie directe. C'était un gadget inventé à l'époque par Nicolas Sarkozy, d'ailleurs que nous n'avons pas, que nos parlementaires à l'époque de la réforme constitutionnelle n'ont pas voté. Nous réclamons un RIC direct, c'est-à-dire que 1% du corps électoral puisse se réunir sous la forme de signatures et que, une fois que les signatures sont récoltées, la convocation est automatique et qu'elle ne peut pas être arrêtée, un processus qui ne peut pas être arrêté. Et quand le vote a lieu, ce vote fait force de loi supérieure, selon le principe ancien et perpétuel que nous défendons, qui est que ce que le peuple fait, seul le peuple peut le défaire. Donc ça, c'est le RIC le plus important. D'ailleurs, c'était le motif de création, à titre quand même indicatif, pour montrer quand même que la démocratie directe est quelque chose d'important pour Debout la France. C'est en fait le motif même de création du parti Debout la France. Nous sommes partis de l'UMP, nous avons créé à l'époque Debout la République, quand le référendum de 2005 sur la Constitution européenne n'a pas été respecté par les parlementaires et par le président de la République élu en 2007, Nicolas Sarkozy, selon ce principe-là. Si les Français avaient voté non en 2005, il n'y avait que par un référendum que l'on pouvait éventuellement revenir sur ce vote, et toutes choses égales par ailleurs, ce vote devait être appliqué. Donc c'est vraiment quelque chose à la fois très simple et fondamental pour nous. Deuxième type de RIC qui est assez proche du RIC législatif, c'est un RIC pour valider ou invalider un traité international. Alors, je ne sais pas, j'ai vu dans votre document qu'il y avait un terme sur ça, mais bon, je ne le connaissais pas. Mais enfin, nous, on le mettait dans le RIC législatif, c'est-à-dire pour nous, ça correspondait à un RIC législatif, même si dans la hiérarchie des normes, malheureusement, les traités sont supérieurs aux lois. Nous pensons que la démarche pour valider ou infirmer un traité, pour le ratifier, doit être liée à un RIC si les Français le souhaitent. Donc là, on a deux exemples qui vont se superposer assez rapidement, puisqu'on a le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada, qui est appliqué depuis septembre 2017, je crois, en France, sans qu'aucun Français ne l'ait voté, ni le Parlement, et a fortiori pas les Français. Je pense que si on le votait, la sanction serait claire. Et là, aujourd'hui, hier plutôt, on a le même type de traité avec le marché d'Amérique du Sud, le Mercosur, pareil, négocié dans le dos de tout le monde, sans que personne n'ait jamais dit quoi que ce soit à ce titre. Et en ce qui concerne le niveau national et le niveau local? Donc là, c'est les deux types nationaux, voilà. Alors après, il y a encore le niveau, c'est vrai que c'est la question, alors même dans le questionnaire, c'est celle qui a pris plus de temps, parce que une fois qu'on a dit ça, on a à peu près tout dit. Le révocatoire ensuite, qui est aussi niveau national pour le président de la République, en tout cas dans les institutions de la 5e, puisque c'est lui qui est élu au suffrage direct. Donc la conséquence est que le suffrage direct universel peut aussi le démettre. Donc là, pareil, 1% du corps électoral. La seule différence qu'on demande, c'est qu'il faut laisser le temps quand même au président qui vient d'être élu de faire des réformes. Donc on met la limite de temps de 2 ans et demi à partir du mandat pour convoquer le référendum et qui peut
ce référendum révocatoire ne peut se tenir qu'une fois, parce que bon, le mandat de 5 ans, de toute façon, le temps qu'on réunit ces signatures, on ne va pas voter tous les 6 mois. Je pense que là, ça discréditerait le principe même en fait, de ce référendum. Et après, au niveau local, donc pareil, il n'y a pas de problème. Nous, tous les maires de Debout la France, depuis très longtemps, Nicolas Dupont-Aignan a fait son premier référendum d'initiative populaire locale en 1997 pour savoir s'il fallait maintenir ou non une patinoire. Il a aussi fait des réformes fiscales qui sont passées par référendum direct local. Donc pour nous, c'est quelque chose de tout à fait naturel. D'autres maires que Debout la France dans des villes moins importantes l'utilisent. Alors, la seule condition, mais ça on n'a pas encore même arrêté définitivement la position à Debout la France, c'est comment en fait on définit le cadre géographique qui peut voter. On a le cas avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes où il y a eu de la contestation sur qui pouvait ou non voter, puisqu'il est évident que ceux qui sont plus concernés sont quand même les personnes qui vivent à proximité du projet qui va être soumis au vote. Mais en même temps, par exemple, par un aéroport, le nombre de gens qui bénéficient de l'équipement ou qui le financent, voilà, l'échelle est quand même assez dure à délimiter. Alors on fait plusieurs propositions. La proposition qui nous semble la plus pertinente aujourd'hui, c'est qu'en fait, les électeurs des collectivités qui financent ou cofinancent le projet pourraient voter. Voilà, ça ferait un critère objectif. Puisque là, ce qui est très important, si vous voulez, pour que le référendum soit reconnu et pas discuté, ce qui a été le cas malheureusement avec l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, nous, je précise par là qu'on ne conteste pas le résultat puisqu'on soutenait l'arrêt du chantier, donc on était plutôt content du résultat, mais ce n'est pas parce qu'on est satisfait d'un résultat qu'il ne faut pas s'interroger sur la manière dont on l'a obtenu. Et ce référendum était malheureusement fragile parce que voilà, il y a des gens qui avaient voulu voter, je pense notamment aux Bretons qui avaient cofinancé l'aéroport, si je me souviens, qui contestaient le fait de ne pas être associé en même temps, parce que quelqu'un qui habitait sur la pointe du Finistère était légitime à se prononcer sur un projet qui gâchait la vie des terres et des terres arables des personnes immédiatement à proximité. Donc là, je pense que voilà, on n'a pas forcément réponse à tout. Là, je pense qu'il y a un vrai débat qui se pose sur qui peut voter. Alors c'est facile quand c'est une commune qui met au vote un projet communal. Si c'est un département, par exemple la fusion du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, qui s'est fait une fois de plus dans le dos des gens, même contre le référendum qui s'est tenu sur cette question il y a quelques années. Là, c'est assez facile, ce sont les habitants des deux collectivités. Voilà. Par contre, dès que c'est un projet comme un aéroport, vous pouvez imaginer une grande gare, un port, enfin voilà, un projet qui a un impact économique et fiscal au-delà même des seuls résidents de la commune en cause, là, effectivement, il faut réfléchir. Donc, on propose effectivement que ce soit peut-être ceux qui financent fiscalement. Question nationale, nous, on pense que le nombre de signatures ne doit pas être trop important. Là, le nombre de signatures qui est exigé aujourd'hui est complètement disproportionné. Donc 1% du corps électoral, ça nous paraît totalement mesuré, atteignable, y compris parce que la question de la collecte des signatures, c'est aussi, on en parlera après, la question de qui peut le faire. Et si on met une collecte trop importante, bon, bah, ce sera réservé soit à des gros partis, ou alors des lobbies déguisés avec des financements importants. Voilà. Donc si on met trop de conditions pour lancer le référendum de manière initiale, en fait, ce n'est pas un référendum de démocratie directe. C'est une forme déguisée de démocratie indirecte où ce n'est plus le Parlement qui décide du fait que la loi arrive aux Français, aux citoyens, mais des gens qui ont les moyens de récolter ces signatures. Donc là, il faut faire attention. La signature, ça peut paraître sympathique, mais ça peut vite devenir en fait un objet de démocratie indirecte sous d'autres formes. Donc 1%, ça nous paraît tout à fait raisonnable, atteignable. Et j'ai envie de dire à ceux qui pensent que ce n'est pas assez, eh ben, tant mieux, on votera plus. Hein, voilà. De toute façon, ceux qui contestent souvent le fait qu'il n'y ait pas trop de signatures, c'est des gens qui de toute façon n'aiment pas la démocratie directe. Donc leur avis, je l'entends, mais de toute façon, on n'est pas sur la même perspective qu'eux. Donc au niveau national, c'est clair. Je ne vois pas de raison de différencier pour les autres types de référendums. Alors il y avait la question du référendum constitutionnel. Donc là, pareil, c'est une question qui est en débat à Debout la France, non pas sur le principe, évidemment, on est d'accord. Mais est-ce qu'il faut renforcer les conditions par rapport à un référendum législatif? Alors j'ai envie de dire, si on était fidèle au général de Gaulle, et donc c'est notre position actuelle, on dirait non, puisque le référendum actuel, tel qu'il peut organiser par le président de la République, le gouvernement, peut porter sur des sujets constitutionnels, hein, l'élection du président au suffrage direct, le statut de la Nouvelle-Calédonie, le quinquennat, il y a peut-être d'autres que j'ai oubliés. Il n'y a pas de conditions particulières entre ces modifications de la Constitution et du législatif ordinaire. Donc, visiblement, il n'y aurait pas besoin, si on suit le général, je
pense qu'il faut le suivre. Il n'y a pas besoin de mettre plus de critères pour les référendums constitutionnels. Pour le protocole local, j'en ai déjà parlé. Donc voilà, pour moi, ça doit être le plus simple possible. Je ne comprends pas en fait les remarques disant qu'il faut complexifier une procédure de démocratie directe. Voilà, les citoyens sont souverains. D'ailleurs, moi, je pense qu'il faut complexifier la démocratie indirecte. Ce qui doit être complexe, c'est quand on prend le pouvoir aux gens. C'est pas quand on leur rend. Alors, pour le coup, le référendum révocatoire, je pense que c'est celui où il faut être le plus attentif, parce que c'est un vote qui va modifier, qui peut entrer en interaction avec un autre vote. La démocratie directe, alors il y a le cas des sénateurs, mais en dehors des élus au suffrage direct, il va y avoir une type de légitimité qui va rencontrer une autre. Ce qui n'est pas le cas des autres, puisque c'est la souveraineté populaire qui est supérieure aux autres. Donc là, il faut être plus prudent sur l'organisation pour pas que les gens aient l'impression qu'il y a un vote qui compte plus que l'autre. Donc sur le niveau national, pour le président de la République, j'ai déjà donné le critère qui est la moitié du mandat une fois. Pour les autres, alors pour la question locale, je pense que la question du temps est la même. On peut sans doute renforcer le nombre de signatures parce que c'est plus facile d'organiser localement la levée de signatures que de le faire sur tout le territoire. Les organisations, les associations sont plus présentes sur un maillage communal, par exemple, que sur toute une nation où c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, je pense qu'on peut passer le corps à peut-être à 5% des signatures pour faire un processus révocatoire. Par contre, nous, on pense que ça doit être limité seulement aux élus. J'avoue que je ne comprends pas trop j'ai découvert en fait l'idée avec votre questionnaire, donc là c'est ma position personnelle, on n'a pas eu le temps d'en discuter dans le parti. La possibilité de révoquer un fonctionnaire, alors un membre de gouvernement, là pour la Constitution de la 5e République, ça ne nous paraît pas pertinent puisque le gouvernement est lié aux députés. Donc si vous voulez révoquer un membre du gouvernement, vous faites pression en attaquant les députés ou en attaquant le président de la République lui-même. Là ça complifierait trop parce que là, il y aurait comment dire, une contradiction de souveraineté. La Constitution a été adoptée comme telle, donc ça nous paraîtrait vraiment très complexe d'intervenir sur un membre précis du gouvernement. Par contre, ce qu'on dit aussi, c'est qu'il y a d'autres formes de sanctions qui peuvent intervenir. Par exemple, parallèlement au RIC, pour un membre du gouvernement, par exemple, on peut renforcer par exemple, le pouvoir du Parlement lui-même, par exemple, pour intervenir sur un membre du gouvernement. Ce qui est cohérent avec ce que je dis sur le fait, dans ce cas, de mettre la pression sur les députés. Pour un fonctionnaire, pareil, pour nous, un fonctionnaire, il obéit à des gens élus. Un fonctionnaire, justement, le fait qu'on pourrait sanctionner un fonctionnaire voudrait dire que, alors ce qui est peut-être le cas aujourd'hui, c'est qu'il y a un problème d'organisation de l'État où les fonctionnaires n'obéiraient plus aux élus. Un fonctionnaire, soit il a obéi à son élu, que ce soit pour les préfets, le gouvernement, le président de la République, le Premier ministre, soit pour un autre fonctionnaire, le maire. Donc soit il a appliqué un ordre qui était mauvais, donc dans ce cas-là, ce n'est pas au fonctionnaire peut-être mis en cause, c'est à la personne qui lui a donné l'ordre. Soit ça voudrait dire que le fonctionnaire a agi en dehors de tout cadre démocratique, et là pour moi ça relève de la justice et non pas du vote citoyen. Donc je pense que ce n'est pas bien l'objet, et après il faut faire attention, pareil, il ne faut pas qu'il y ait un espèce de terreur. Il y a quand même les fonctionnaires, c'est des gens qui travaillent, qui font leur métier. Là je suis plus dubitatif, mais une fois de plus c'est mon avis strictement personnel parce que ça n'a pas été discuté par le parti. Alors pour nous c'est très simple, tout citoyen peut lancer un RIC. Donc les conditions de la citoyenneté sont définies par les lois françaises. Donc si vous êtes privé de vos droits civiques, vous n'êtes plus citoyen temporairement, donc vous ne disposez plus de droits civiques temporairement. Donc la conséquence c'est que vous ne pourrez pas non plus convoquer être à l'initiative d'un RIC, ou même signer d'ailleurs pour ce RIC. Par contre, à partir du moment où vous réunissez les conditions de la citoyenneté française, vous êtes apte à proposer un RIC. Donc là, ce qu'on propose, c'est que toute personne, tout collectif qui souhaite proposer un RIC, cette personne constitue une association qui sera dédiée à ça. Donc il rédige son projet. Une fois que le projet est rédigé, que ce soit lui seul ou une fois de plus à partir d'un collectif, cette personne ou ce collectif se constitue en association. Une association dont le statut sera proche de celui d'un parti politique, notamment pour sa capacité à organiser le financement, la récolte de financement et les conditions de transparence de ce financement qui sont liées en France à la législation sur les partis politiques, qui est quand même
à l'échelle du monde très stricte et qui fonctionne pas si mal après des années de corruption et de problèmes qu'on a eu en France. Le système aujourd'hui de transparence du financement des partis fonctionne bien par rapport aux critères étrangers. Donc ce statut-là s'appliquerait à cette association, sachant évidemment que cette association, contrairement à un parti politique, serait temporaire, puisqu'elle serait liée à la convocation, avec ou sans succès, de ce RIC. Donc une fois que le RIC serait soit invalidé, soit validé, cette association se serait dissoute par nature, et ses financements, d'ailleurs comme un parti politique, pourraient aller à une association humanitaire, s'il restait de l'argent sur l'association RIC. Donc voilà, c'est très simple en fait. Donc, vous voulez faire un projet, vous faites une association, et cette association doit déposer ce projet auprès du Conseil constitutionnel. Et une fois que le Conseil constitutionnel a reçu la proposition, il doit vérifier la constitutionnalité du projet. Ça c'est évident, ça ne sert à rien de faire une loi, de faire un RIC sur une loi ordinaire qui serait contraire à la Constitution, puisque la Constitution est supérieure à la loi, donc ce serait complètement absurde. Faisons simple, pas de complexification qui ne sert en fait qu'à empêcher certaines personnes de le faire. Alors évidemment, un parti pourrait le faire aussi. Non, pour nous, il n'y a aucun domaine qui ne peut pas être sujet au référendum. Si c'est un sujet constitutionnel, ça doit passer à la procédure supérieure, tout simplement. Mais sinon, il n'y a pas de sujet particulier. Et d'ailleurs, même pour les référendums actuels convoqués par le président, nous, on a fait plusieurs propositions pour aussi l'étendre. Puisqu'aujourd'hui, dans la Constitution, la convocation d'un référendum par le président de la République et le gouvernement est assez limitée en fait, sur les sujets, tout en n'étant pas précise d'ailleurs, ce serait bizarre. Bon. Donc nous, on est pour l'extension maximum. Ah, merci. Merci, c'est gentil. Voilà, pour nous, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison de limiter les sujets, pareil, pour nous ça doit être simple. Comme diront Frey, le peuple c'est celui qui subit. Donc il subit les lois, la Constitution, les normes. Donc ce peuple a le droit de s'exprimer sur tout ce qu'il subit. C'est ça la démocratie pour nous. C'est très simple, on est vraiment dans Oui, non, pas de contraintes autres que celle minimum dont on a déjà parlé. Nous, on pense que le Conseil constitutionnel peut être la bonne institution pour gérer les RIC, d'une part parce qu'elle n'est pas débordée, donc elle a l'excellence des compétences et les moyens pour le faire, elle est reconnue par les Français comme étant neutre, pas de casserole, ce sont des gens sérieux. C'est une institution gaulliste, donc par ailleurs, nous, ça nous fait plaisir, mais ça, c'est anecdotique. Et donc la procédure est simple, donc vous constituez en association, seul ou en collectif ou à travers un parti, vous rédigez votre proposition, le conseil a juste devoir de vous dire si oui ou non elle est constitutionnelle, si elle ne l'est pas, vous ne pouvez pas la déposer, vous pouvez la reformuler par contre évidemment, il n'y a pas de... C'est parce que vous êtes fait refuser une fois le dépôt que vous n'avez plus jamais le droit de la redéposer. Comment dire c'est un dépôt papier? Oui, c'est un dépôt papier ou internet. Maintenant, oui, tous les deux procédures sont valables. Donc, soit vous rendez avec un dossier, soit vous faites ce dossier sur internet. Pour nous, il n'y a pas de problème. La collecte des signatures après, bon, la plateforme là, elle a été mal faite parce que, j'ai envie de dire, c'est le gouvernement, donc tout est mal fait. Mais en soi, le fait qu'il y ait une plateforme internet, c'est plutôt bien parce que si vous faites une signature papier, vous risquez d'en perdre. Les gens après vont non, c'est pas moi qui ai signé. Bon, bref. Donc la procédure, moi je l'ai faite, au-delà des quelques bugs, franchement c'est pas mal comme fonctionnement. Vous vérifiez votre identité, la signature est bonne, elle est valable pendant toute la procédure, il n'y a pas de perte, il n'y a pas de doublon. Donc sauf s'il y a des trucs qu'on n'a pas vus, des erreurs qu'on n'a pas vues, qu'il faudra corriger si elles sont avérées, la procédure de collecte nous paraît bonne. Le temps, au moins le temps, là c'est 2 ans, je ne sais plus, 1 an, non c'est 1 an. Là j'ai un trou de mémoire. 9 mois. 9 mois. Là, 9 mois, je pensais que c'était plus. 9 mois, c'est peut-être un peu court. Mais pour le coup, 9 mois, ça peut être un peu court. Mais parce qu'en fait, avec les vacances et tout, ça peut finir à 6 mois. Donc, oui, peut-être que là, nous, dans notre tête, c'était 1 an. Donc, on pensait 1 an. Mais bon, si au cours du débat citoyen, 2 ans, c'est possible. Pour nous, c'est pas un problème. Ce qui compte, c'est ce que les gens trouvent ça intéressant ou pas. Voilà. Après, c'est tellement simple pour nous que j'ai pas grand-chose à dire. Alors, il y a la question si, on avait proposé aussi, parce que par exemple, quelqu'un peut avoir une idée,
mais vouloir bien la rédiger. Surtout si c'est un projet complexe, et donc peut vouloir demander l'aide du Conseil d'État, puisque donc il y a le Conseil constitutionnel, puis il y a le Conseil d'État qui rassemble des juristes d'excellence sur le droit administratif, qui en fait conseille le gouvernement pour la rédaction de ces lois. Il faut savoir que les lois déposées par le gouvernement passent par les mains du Conseil d'État qui donne des conseils juridiques, de formulation, d'application, de comment la loi peut être le plus efficace possible en termes de légistique. Donc nous, on pense que les citoyens peuvent aussi avoir accès à cette aide du Conseil d'État pour améliorer leurs propositions avant de la déposer auprès du Conseil constitutionnel. Donc là, il faudrait mettre une petite somme forfaitaire, 100, 200 euros, si vous voulez, pour pas que les gens abusent et que le Conseil d'État se trouve complètement dépassé. Par contre, si cette proposition, à la fin, était reçue par les citoyens, cette somme serait remboursée aux initiateurs. Voilà. Sachant que réunir 100 ou 200 euros, alors c'est une somme c'est pas négligeable bien sûr, mais si on veut convaincre, si on pense pouvoir convaincre 1% du corps électoral, on peut aussi, à travers l'association qu'on peut former, lever 100 euros de dons, il ne faut pas non plus exagérer. Alors, nous, une fois de plus, on veut le minimum de contraintes. Donc au niveau national, pour nous, il n'y a pas de double territorial, ça n'existe pas. La France est unie, indivisible, donc un citoyen qui vote ici est pareil qu'un citoyen qui vote là. Donc on n'est pas un État fédéral, hein, puisqu'en fait c'est peut-être ça la question, c'est qu'il y a des États où il y a un RIC qui sont des États fédéraux, notamment les États-Unis. Bon. Donc là, la question ne se pose pas. Donc pour nous, il y a une majorité tout simplement. Le gouvernement, je l'ai déjà dit tout à l'heure, ne peut pas intervenir. Une fois que le RIC est déclenché, validé, il n'y a plus de problème. Pour ce qui est de la validation de la formulation, je l'ai dit, c'est en amont, c'est le Conseil constitutionnel qui se contente de devoir dire si elle est conforme à la Constitution ou pas. Après, elle n'a plus rien à dire sur le reste. Pareil, quand le Conseil d'État donne un conseil, c'est un conseil. Hein. Si les Français valident, signent pour une proposition qui n'est pas formulée correctement selon les canons du Conseil d'État, bon, bah, ce n'est pas notre problème. Ce sera le problème du Conseil d'État après. Donc voilà, pour nous, il n'y a pas de problème. La seule question, il peut y avoir une question de territorialité, ça s'est posé avec la fusion des départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, c'est quand vous avez deux collectivités donc, qui s'expriment pour fusionner. Bon, bah là, il faut que les deux soient d'accord, c'est le principe. C'est le principe de l'annexion à la République. Voilà, il fallait que ce soit le comté de Nice ou le comté de Savoie, il fallait qu'ils soient d'accord avec l'annexion. C'est pas juste que, bon, généralement, le gros est d'accord pour annexer le petit. Voilà. Donc, il faut que le petit puisse dire quand même qu'il n'est pas d'accord. Alors, qui peut la mener la campagne? Tout le monde. En France, tout le monde peut la mener, sachant qu'il y aura effectivement cette institution particulière qui sera l'association qui a déposé le RIC, qui peut faire campagne et qui peut lever des fonds comme tout autre parti politique à ce titre. Petite précision aussi, par exemple, si vous avez une autre personne qui soutient l'idée du RIC, qui n'était pas dans l'association au début, ou qui se fâche avec la personne, enfin ça arrive tout le temps, ça en France. Bon. Nous on veut autoriser d'autres associations à aider cette association, même si l'idée n'est pas d'accord. À partir du moment où ils sont tous d'accord pour défendre le même objectif politique, l'association de base ne va pas dire non, toi je t'aime pas parce que tu m'as fait un sale coup, ou t'es de gauche alors que moi je suis de droite. Non. Et à partir du moment où il y a un RIC, c'est citoyen, donc tout le monde peut soutenir du moment que c'est de bonne foi et que ça ne vise pas, évidemment, sauf si la personne prouve que ça vise à s'aborder son projet. Bon. Mais si on est dans le cadre d'une campagne de bonne foi, tout le monde peut l'aider. Voilà, il n'y a pas de sectarisme. Après, tout le monde peut participer. Alors il y a la question des syndicats, mais c'est vrai qui dépasse la question du RIC, puisque ça fait 100 ans en France qu'on débat de savoir qu'est-ce que les syndicats peuvent faire dans une campagne électorale. Bon, nous, on préfère que les syndicats ne s'en mêlent pas. Bon, après, s'ils veulent s'en mêler, c'est pas très grave non plus. Et donc les partis aussi? Oui, par contre, les partis peuvent faire campagne, voilà, ou peuvent participer à la levée des signatures. Et le collectif de départ ne peut pas s'y opposer non plus. Voilà. À partir du moment où ils ne viennent pas se mêler de leurs affaires, à partir du moment où, j'ai envie de dire, le RIC est déposé, enregistré et qu'il commence à être signé, il n'appartient plus au collectif qui l'a mis. C'est une proposition qui est citoyenne et sur laquelle tout le monde, c'est une idée. Voilà, donc sur laquelle tout le monde peut participer. Bien sûr, à partir du moment où effectivement la personne qui aide n'est pas là pour saboter la campagne ou ne respecte pas les lois qui se posent à ce type de campagne.
Ensuite, une fois que les signatures sont récoltées, pour nous, les lois qui organisent les campagnes électorales en France sont correctes, notamment sur la limitation des financements, puisque c'est ça, c'est la crainte qui peut se poser dans certains pays, c'est que les lobbies utilisent les RIC pour faire leur propre campagne. Donc en France, l'intervention des puissances privées et de l'argent est déjà très limitée. On peut l'améliorer, bien sûr, notamment la lutte contre la corruption. Mais en France, il n'y a pas des super PAC à l'américaine où des multinationales peuvent déverser des dizaines de millions d'euros dans une campagne. Voilà, ça n'existe pas. Je veux dire, d'ailleurs, il faut s'en féliciter. Ça existait avant, mais c'est quelque chose qui n'existe pas, heureusement, en France aujourd'hui. En tout cas, dans les campagnes électorales elles-mêmes, même si après, il y a toujours, notamment au niveau européen, des pratiques qui sont bien différentes. Ça, je vous l'accorde, et ça, il faut le renforcer. Par contre, ce qui ne fonctionne pas encore, le poids de l'argent en France est moins pire qu'ailleurs, mais par contre, la répartition du temps de parole médiatique ne fonctionne pas du tout. Là, j'ai regardé encore les temps du CSA sur la campagne européenne. Nous avons 53% du temps de parole qui a été donné au gouvernement En Marche et à sa coalition. Donc je ne connais aucune démocratie ou un parti qui fait 20% des voix à 53% du temps de parole. Et encore, c'est le temps de parole qui est compté directement. Hein. Je pense qu'on pourrait aller plus loin en enquêtant. Le grand débat n'a pas été compté. Mais ce que je veux dire par là, c'est que ces lois-là en France ne fonctionnent pas, et donc a fortiori ne fonctionneraient pas pour l'organisation d'une campagne référendaire RIC qui pourrait avoir du succès. Donc là, il faut le réformer, mais c'est plus large. Alors, comment on pourrait accorder le temps de parole d'une manière plus juste en France, sans que ce soit trop injuste? Alors là, c'est compliqué. Le critère le moins pire, malheureusement, ça me fait du mal à le dire parce qu'on a des gros problèmes avec eux, ce serait peut-être que le temps de parole respecte strictement, semaine par semaine, les sondages. Alors là, je suis embêté parce que les sondages, c'est pas non plus un critère parfait, mais j'en vois pas d'autre. Comment accorder un temps de parole autrement, plus juste possible, qu'au moment, dans la semaine donnée, ça corresponde à l'état de l'opinion. Là, j'avoue qu'on n'a pas de solution miracle pour améliorer la répartition du temps de parole, ce qui serait déjà un gros progrès, hein, parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas du tout le cas. Merci. Alors, les restrictions, on en a déjà parlé aucune. Donc, vous êtes citoyen français, vous pouvez voter. Si c'est un RIC national, tout le monde peut voter. Si c'est un RIC local, on a essayé de déterminer le cadre le plus pertinent. Pour la date du vote, nous on estime qu'entre le moment où les signatures sont récoltées et la campagne, il ne devrait pas y avoir plus de 6 mois. Alors on fait une certaine souplesse parce qu'imaginons qu'on dise 3 mois, que ça tombe mi-août, ce serait contre-productif. Donc là on fait aussi confiance comme aux institutions pour fonctionner un minimum. Je pense au début il est possible que les tenants de la démocratie représentative, on le voit actuellement avec le petit RIP qu'on a sur ADP, déjà mettre des bâtons dans les roues, mais avec l'usage, je pense que aussi les choses s'amélioreront, enfin je l'espère en tout cas. Donc 6 mois, l'objectif étant aussi d'essayer de voter une seule fois. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que s'il y a plusieurs RIC qui ont le nombre de signatures, on est pour qu'ils se tiennent, même si la récolte des signatures est un peu différenciée, pour qu'ils se tiennent le même jour, pour avoir le plus de participation possible. Et aussi, si possible, si par exemple il y a une élection ordinaire qui se tient, d'essayer de le faire le même jour aussi. On pense quand même que plus il y a de votes le même jour, c'est d'ailleurs ce qui se fait dans les pays qui ont de la démocratie directe, ils mettent, par exemple aux États-Unis, en Californie, c'est le même jour que notre élection. Je crois qu'en Belgique, on essaie de mettre la même chose le même jour, parce que sinon, c'est compliqué. Et qu'il y a un risque qu'il y ait peu de participation. Je pense notamment au référendum sur le quinquennat. La participation avait été très mauvaise. Et donc c'est bon pour personne, parce que, imaginons qu'on ait une succession de référendums d'initiatives citoyens avec peu de participation, les adversaires du RIC pourraient utiliser ça, comme vous voyez, ça n'intéresse personne, donc on le supprime. Donc moi, je suis très attentif à ça. Donc cumul des votes. D'ailleurs, à ce titre, mais là pareil, c'est une position qui est en débat dans le parti. Ça interroge aussi sur le caractère obligatoire du vote. Voilà. Est-ce qu'à partir du moment où on donne tout pouvoir aux citoyens, avec la reconnaissance du vote blanc évidemment, est-ce qu'il ne faut pas rendre le vote obligatoire, puisque si vous n'êtes pas d'accord avec la démocratie, vous votez blanc, ce vote blanc doit avoir une application, c'est-à-dire que si ce vote blanc fait 50%, c'est le vote blanc qui gagne, donc tout est annulé. Bon.
Par contre, voilà, c'est compliqué, je pense, aujourd'hui, d'éviter la question du vote obligatoire avec le RIC. Pour moi, ça va quand même assez ensemble, parce que plus on responsabilise les citoyens, et c'est ce qu'on souhaite, de manière légitime, puisque c'est un pouvoir qui leur appartient, plus aussi il faut que les citoyens soient responsables, et donc disent bah, je vais voter, c'est un devoir, et pas seulement un droit, et ça va quand même avec cette organisation, notamment le fait de répartir les votes d'une manière intelligente. Mode de scrutin, bah pour nous, il n'y a que le mode de scrutin physique qui fonctionne. C'est-à-dire on se rend aux urnes, on vote. Alors, d'ailleurs, il y a quand même la sacralité du vote. C'est-à-dire que pour nous, le vote doit quand même rester quelque chose, une procédure. Hein. Il y a un rituel. C'est peut-être notre côté un peu conservateur, mais nous, on pense que les sociétés humaines sont fondées sur des rituels, sur des habitudes, sur des traditions. Le fait de se rendre à un endroit où tout le monde va, tous les habitants de sa communauté, de sa commune vont. Aussi, on se rencontre aussi. Pas forcément, il y a parfois des gens qu'on ne voit jamais. Bon. Donc on se rencontre, on se voit, génération, on voit le maire, on voit les élus. Bon. C'est comme un moment de citoyenneté. Il y a ce moment où on se rend dans l'isoloir, on fait un choix en conscience, on se rend dans l'urne. Tout le monde peut quand même voir que ça se passe bien. Alors il y a des fraudes évidemment, mais le processus permet quand même qu'il n'y ait pas de fraude. Moi je n'ai aucune confiance dans le vote électronique. Voilà. Petit moment où, de toute façon, on voit, ça a été utilisé par les partis. Hein. Le vote électronique est devenu très populaire pour les partis et les organisations partisanes, notamment avec des serveurs qu'on ne peut pas contrôler. Voilà, donc j'ai envie de dire, ma confiance dans l'honnêteté des procédures électroniques est proportionnelle à ma confiance dans les structures des partis, donc nulle. Donc je pense que c'est une procédure qui est manipulable, imaginons même que ça bug, enfin je ne vois pas l'intérêt. Et les machines à voter, comment dire, nos amis entre guillemets américains l'ont expérimenté, je ne suis pas sûr que ça marche très bien. Voilà. Donc un bon vieux vote, voilà, il n'y a pas de problème. Alors, la question que vous abordez qui est beaucoup plus compliquée, c'est celle de, notamment le vote par ordre. On vous laisse répondre, hein. Quel mode de scrutin? Vous avez répondu sur la forme. Ouais. Sur le fond, alors bon, nous on aime bien le bon vieux référendum plébiscitaire. Oui, non, moi c'est clair, bon, mais c'est vrai que c'est assez limite. Et notamment à partir du moment où on étendrait la possibilité, c'est-à-dire bon, on vous soumet une constitution, parce que c'est comme ça qu'historiquement ça s'est créé en France, vous dites oui ou non, c'est oui ou non. Bon, si on commence à dire non, pas l'article machin, effectivement on s'en sort plus. Bon. Par contre, quand on arrive notamment si on votait sur des projets, bon, il peut y avoir différents projets, et c'est pas oui ou non. Donc là effectivement, déjà, il y a une question à choix multiple. Bon, ça, à la limite, on l'a résolu dans certaines communes où on vote pour le projet qu'on préfère. Mais c'est vrai que, est-ce que dans ce cas-là, un vote par ordre n'est pas mieux que juste voter une fois? Parce que, en fait, dans la réalité, et notamment les sciences humaines le prouvent très bien, c'est pas quand on fait un choix, en fait, on fait plusieurs choix. Il y a la théorie des jeux. Voilà, en fait, ce qui nous amène au choix, c'est pas juste binaire ou voilà. Donc, en fait, le vote devrait, je pense, alors là, je m'exprime à titre personnel. Le vote devrait, pareil, ça peut être encore discuté dans le parti, le vote devrait suivre, en fait, la procédure intellectuelle qui a amené le citoyen à ce choix. Donc là, le vote par ordre, effectivement, il peut avoir un sens. Mais là, ça n'a pas encore été discuté par le parti. Enfin, on en avait quand même plus ou moins proposé si on devait changer le vote des députés, dans le parti, on avait quand même pensé que ce serait bien de faire la proportionnelle par région ou département, où là, on voterait par ordre des gens, ce qui permettrait de casser le règne des partis aussi. C'est-à-dire qu'en fait, on voterait plus pour les personnalités liées à des partis que pour des partis. En les classant, c'est un peu le syndrome Simone Veil, si vous voulez. Les gens aimaient beaucoup Simone Veil, ils n'aimaient pas forcément l'UDF. Il y a d'autres exemples, hein, j'ai pris celui-là parce que c'est plus simple. Bon, donc les gens auraient bien voulu voter pour Simone Veil, mais pas pour les barons moisis de l'UDF. Bon, on voit bien que là, c'est le piège. Voilà. Donc là, le vote par choix, il permet de contourner certaines limites intellectuelles ou politiques. Pour nous, la parole du peuple est supérieure à toutes les autres, donc le référendum est voté, il doit s'appliquer. Donc ça, il n'y a pas de contestation possible. Ensuite, la promulgation, donc ça dépend de la complexité du sujet. Hein. Par exemple, si c'est se prononcer sur un texte qui existe déjà, là, le CETA.
ou le Mercosur? C'est simple, c'est non, donc l'application est immédiate. Si c'est un texte qui est une pétition de principe, par exemple, on a soumis un référendum, je ne sais pas, par exemple, le fait qu'aucune famille, toute famille doit avoir accès à une crèche, voilà, une place en crèche pour ses enfants. Bon, si vous disiez c'est valable du jour au lendemain, ce serait ridicule. Donc là, si c'est une pétition de principe, ça devrait être l'objectif, ça devrait être inscrit dans la loi dans la session parlementaire suivante, parce que c'est que l'organisation des textes en France est par session, donc c'est voté. Donc par session, on doit proposer un texte sur le fait qu'il y ait une place en crèche pour toutes les familles françaises, enfin les familles qui résident en France. Et donc, il y a une obligation que ce texte mette en place un plan. Voilà. Mais on ne peut pas, n'est pas Merlin l'Enchanteur. Bon. Donc il doit y avoir un plan. Voilà. Et après, j'ai envie de dire aussi, si ce plan est appliqué, donc ça c'est l'obligation du référendum, par contre si après les citoyens constatent que le gouvernement n'a pas été actif dans l'application de ce principe ou de cette loi, eh ben, ils le dégageront aux élections. Voilà. Il y a des questions malheureusement qu'on ne peut pas trancher d'une baguette magique comme celle que j'ai donnée, mais les exemples sont nombreux. Il y a la question du droit européen. Donc, ça me fait plaisir que vous ayez pensé à cet aspect des choses qui est de plus en plus compliqué. Si les Français votent pour quelque chose qui est interdit par le droit européen, aujourd'hui, ça ne pourrait pas passer. C'est-à-dire un référendum de nature législative en France, même si c'était le président de la République qui le convoquait, si les Français disaient quelque chose et que le droit européen dit non, les juridictions européennes pourraient interdire l'application du vote des Français. Puisque dans la hiérarchie des normes françaises validées par le Conseil d'État, Cour de cassation, le droit européen est devenu supérieur. Donc il faut réaffirmer la supériorité. Enfin, si en tout cas on veut que le référendum français ait quelque chose qui ait un peu de valeur, il faut réaffirmer la supériorité du droit national sur le droit européen. Donc ça, on vient d'en discuter. Enfin, on aurait dû en discuter les 6 derniers mois. Je crois que ça n'a pas fait l'objet d'une seule discussion publique. C'est dommage. Donc nous, à Debout la France, je crois que c'est connu, on est favorable évidemment à ce qu'on réaffirme la supériorité du droit national sur le droit européen, mais aussi du droit constitutionnel, puisque la nouveauté aussi depuis quelques années, c'est que même notre droit constitutionnel est inférieur au droit européen. Donc là, on a atteint un nouveau problème. Alors le délai, si c'est nous, on est par mandature. C'est-à-dire si une question a été posée, là par exemple, si elle était posée aujourd'hui, si elle était adoptée ou refusée, elle ne pourrait pas être posée avant que que l'Assemblée nationale soit réélue. Tout simplement. Voilà, pour pas qu'il y ait non plus une surcharge. Voilà. Le tout est de trouver un compromis entre le fait que ça marche le plus possible et le fait de ne pas donner d'arguments à nos adversaires pour qu'ils fassent en sorte que ça ne marche pas, ce qui est le principal écueil qu'on a depuis des années. Bon, alors la récupération politique, ça me gêne un peu parce que c'est un sujet politique, il y a un vote, donc les partis, ils font campagne, et les Français sont suffisamment intelligents, et surtout sur ces questions-là, franchement, je ne crois pas que les Français aient beaucoup d'illusions sur les partis, donc les grosses ficelles, les Français les verront assez facilement, mais il est normal que les partis donnent leur avis. Voilà. Les élus, que tout le monde donne son avis. Après, sur l'encadrement, on en a déjà parlé. À la question de l'argent, voilà, il y a des paliers en France de dépenses. Alors, c'est vrai qu'ils ne sont pas respectés depuis des années. En disant tout à l'heure, j'y réfléchissais. Campagne présidentielle, à chaque campagne présidentielle, les partis les plus puissants ne respectent pas la loi, et puis c'est jamais sanctionné parce qu'en fait, c'est un processus incompréhensible. Donc, c'est vrai qu'il faudrait mieux contrôler, il faudrait donner plus de pouvoir, mais ça, c'est d'une manière générale, mais c'est valable pour les référendums, à la commission de contrôle des comptes, puisqu'en fait, ils contrôlent a posteriori ce qui s'est passé. Nous, on pense qu'il faudrait leur donner du pouvoir a priori. C'est assez facile. De toute façon, nous, voyez très bien que M. Hollande, M. Sarkozy, M. Macron font des meetings nous, on connaît les prix des choses, puisqu'on le fait aussi. Donc, on voit bien qu'il se passe des choses qui sont hors contrôle. Donc, je pense que la Commission, si on avait le pouvoir, pourrait aussi le faire. Après, il y a eu des dérives ces dernières années, notamment l'autorisation de la publicité commerciale à des fins politiques a été autorisée. Ça, il faudrait l'interdire à nouveau. Voilà, donc il y a un petit ménage à faire, mais globalement, le rôle de l'argent n'est pas parfaitement contrôlé en France, mais est contenu. Moi, j'ai travaillé dans ma vie passée avec les États-Unis. C'est vrai qu'une fois de plus, quand on compare avec les normes américaines, on se rassure. Alors après, c'est pas en se comparant au pire qu'on est le meilleur. Mais c'est pas
c'est pas si mal. Après, il y a la question des médias en France. C'est vrai que la plupart des médias sont possédés par des multinationales qui sont liées au contrat public, notamment au contrat d'armement. Bon, c'est un peu compliqué, mais là, c'est un chantier qui dépasse le RIC. Là, je pense qu'il faut rassurer nos représentants politiques qui sont l'air très inquiets de toute idée de démocratie directe, comme si on allait leur voler quelque chose. Bon, déjà, j'ai envie de leur dire, ils devraient plutôt s'inquiéter de ceux qui leur ont vraiment volé du pouvoir. C'est-à-dire ceux qui ont volé le pouvoir en France, c'est pas les 3 référendums qu'on fait, hein. C'est les multinationales, c'est les institutions internationales, c'est les États-Unis, la Chine, enfin des États qui considèrent qu'ils sont plus importants que les autres. Donc, quand on voit le rôle de la législation extraterritoriale des États-Unis, qui considère que dès qu'on utilise du dollar ou une plateforme américaine, on doit être soumis à la justice américaine, je pense qu'il y a beaucoup plus de limites aux pauvres députés, aux malheureux députés français sur les prétentions américaines que sur les prétentions de leurs propres citoyens à diriger leur vie. Donc je pense que là, déjà, il faudrait remettre l'église au centre du village. C'est quand même important. Et ensuite, la démocratie est devenue tellement complexe que le Parlement, justement, gagnerait à se libérer de l'arbitrage de certaines questions. Par exemple, aujourd'hui, c'est la marche des fiertés. Alors, on a les questions sociétales. Nous, à Debout la France, contrairement à ce qu'on croit d'ailleurs, une mauvaise rumeur, on a toujours pensé que le référendum pour les questions sociétales était le meilleur outil. Pourquoi? Parce que ça permettra à chaque citoyen d'arbitrer une question de conscience qui n'est pas à la portée pour des questions religieuses, spirituelles, tout ce que vous voulez, personnelles, de la démocratie représentative. Vous votez souvent pour des députés, mais ils n'ont pas forcément, leur intime conviction religieuse ou personnelle n'est pas forcément la vôtre. Donc on se retrouve avec des débats au Parlement, qui était déjà le cas pour l'avortement d'ailleurs, qui n'étaient pas du tout représentatifs de la société française. Vous avez parfois des votes à 50-50, alors qu'en fait, la société française, c'est 70-30. Voilà. Bon. Donc là, on voit très bien que ça les libérerait d'un poids, sans doute, que j'ai l'impression que c'est très pesant pour eux. Donc ils pourraient renvoyer ces questions-là au peuple français, qui serait ravi de les arbitrer. Et je pense aussi que ça nous libérerait de beaucoup de polémiques et de postures inutiles. Et au contraire, ça permettrait au Parlement, notamment, ce qui est le cas dans d'autres pays, de se concentrer sur son rôle de contrôle de l'action du gouvernement, notamment des dépenses et des commissions d'enquête. Nous, on le sait bien, à Debout la France, on demande régulièrement des commissions d'enquête parlementaires. Alors déjà, il n'y en a pas beaucoup en France, puisque les députés n'ont pas le temps, parce qu'il y a une surcharge de textes, et puis surtout, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir. Donc justement, en renvoyant du pouvoir vers le peuple, on permettrait aux assemblées de faire ce pourquoi, par exemple, le peuple ne pourrait pas le faire. On ne peut pas réunir tous les Français pour contrôler en commission l'action du gouvernement. Donc là, pour le coup, c'est la logique de représentants qui retrouveraient le vrai sens du terme, qui après font des comptes rendus que les citoyens peuvent consulter. Voilà. Donc là, on remettrait vraiment le rôle des chambres dans leur rôle. Au contraire, pour moi, pour Debout la France, la démocratie directe permet une meilleure organisation des pouvoirs avec les questions que les Français doivent répondre eux-mêmes, qu'ils récupèrent, et la question du contrôle des finances et des pratiques qui sont faites par les chambres. Le RIC, il sera ce qu'en feront les citoyens à partir du moment où on leur rend. Moi, j'ai pas de peur sur le RIC. Au contraire, pour moi, c'est une question de responsabilisation. C'est-à-dire, si on reprend historiquement la constitution de la démocratie, les gens qui sont pour la démocratie représentative exclusive semblent oublier que la démocratie représentative a été organisée pour des raisons de contraintes historiques, physiques et politiques. Et ne pouvant réunir au XVIIIe siècle tous les Français en une seule chambre, et même la difficulté de consulter les citoyens à la naissance de la démocratie pour même voter pour leurs représentants, il était évident qu'on n'allait pas faire de la démocratie directe. Si à l'inverse, on va plus loin dans le passé, à Athènes, la démocratie directe était la norme. Alors, avec les limites, évidemment, d'exclusion des femmes, notamment, de ce processus. Mais en dehors de ce défaut majeur historique, le fait qu'on ait fait des démocraties représentatives n'était pas dans l'ADN de la démocratie, c'était une nécessité. Aujourd'hui, le niveau d'instruction des citoyens est presque le même que celui de leurs dirigeants. Pas plus une comparaison historique. Hein. Ils savent tous lire, écrire, comprendre ce qui se passe, même d'ailleurs mieux que ceux qui dirigent. Comment dire, deuxièmement, physiquement, avec les moyens technologiques modernes, on peut communiquer entre nous et débattre entre nous, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas la distance, voilà, il n'y a plus la notion de distance, elle a disparu en fait à tout niveau. Donc la démocratie représentative doit être complètement repensée, parce que c'est des choses qui ont été pensées quand il n'y avait rien de tout ça.
Donc pour nous, c'est vraiment une chance et ça responsabilisera les gens. C'est-à-dire aussi, le péril de la démocratie en général, pas la démocratie directe, c'est que les citoyens disent « Oh, bah, ça ne me concerne pas » ou « tous pourris ». Et en fait, quand ils disent « tous pourris », c'est aussi une question, c'est une déresponsabilisation. C'est-à-dire « Bon, bah, je ne m'intéresse plus à tout ça. Voilà. » Donc quand vous leur rendez du pouvoir, vous les rendez aussi responsables de leur vie et de leurs propres décisions. Plus ils ont de pouvoir, moins ils peuvent accuser les autres d'en avoir trop. Voilà. C'est aussi de la mauvaise foi dans la démocratie. Les gens sont bien contents d'avoir des hommes politiques aussi pour les détester. C'est facile. Tout n'est pas de la faute des hommes politiques. Oh bah, comme toujours en politique, c'est gardez-vous de mes amis et je m'occupe de mes ennemis. Hein. Donc il faut faire attention à ne pas avoir des demandes qui sont sur le papier bienvenues et qui ne sont pas opérables. Voilà, notamment le fait qu'il n'y a pas de limite. Voilà. En fait, ce qui va empêcher la démocratie directe de se mettre en place, c'est que nos adversaires disent « mais tout ça n'est pas sérieux ». Tout ça est voilà, pour faire peur aux gens. Voilà. L'utilisation de la peur est de toute façon devenue l'argument principal des tenants du système et du parti de l'ordre, enfin du désordre, de l'injustice. Bon. Donc si vous nourrissez le parti de l'injustice en leur donnant des prétextes pour faire peur aux gens, bah, il ne se passera rien. Donc il faut avancer avec des arguments raisonnables, en prouvant que tout va bien, les rassurer. Voilà. Donc il faut faire attention, c'est malheureusement ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes, c'est-à-dire que des bonnes intentions soient après manipulées par les adversaires, comme un système de peur, et résultat, vous vous retrouvez avec un résultat inverse à ce que vous voulez, alors que vous êtes de bonne foi à la base, mais vos adversaires ne le sont pas. Et par rapport aux droits fondamentaux ? Oui, ben, c'est le respect de la Constitution, à partir du moment où, comme j'ai dit, il y a un respect de la Constitution, de la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, de tout le bloc de constitutionnalité, pour moi, il n'y a pas de problème. Et ensuite, moi, les droits des citoyens, par définition, s'il y a un RIC, les gens ils veulent qu'on maintienne leurs droits. Donc ils ne vont pas voter pour quelque chose qui va contre leurs droits en majorité. D'ailleurs, c'est intéressant ce que vous dites en conclusion, parce que souvent on utilise contre le référendum la menace des régimes totalitaires, mais c'est n'importe quoi. Il n'y a aucun régime totalitaire qui a été validé par référendum, ça n'a jamais existé. Quand on dit les nazis sont arrivés au pouvoir par la démocratie, c'est complètement faux. Les nazis n'ont jamais fait 50% des voix. Les nazis ont fait d'ailleurs, quand ils ont pris le pouvoir, un moins bon score que l'élection d'avant. Et ils sont arrivés au pouvoir uniquement parce que certains partis politiques pourris ont pensé pouvoir jouer avec la démocratie, machin, par peur des communistes, enfin je ne vais pas refaire l'histoire, mais les citoyens en majorité constituée n'ont jamais donné le pouvoir à des fous. Ça n'existe pas. Voilà. Par contre, la démocratie représentative a 1000 fois fait des conneries, déclenché des guerres mondiales, la crise financière. Donc en fait, on accuse la démocratie directe de choses dont est responsable la démocratie représentative. Donc c'est complètement dingue. Bon, vous admettez que le RIC doit être aussi, peut-être aussi constitutionnel. Mais en le soumettant le RIC au Conseil constitutionnel, il y a peut-être une contradiction en disant que le Conseil constitutionnel ne va pas valider une proposition qui veut mettre à bas la Constitution, enfin, ou une partie d'entre elles. Donc comment vous résolvez ce problème-là? Alors absolument. Alors je me suis mal exprimé. Pour moi, le Conseil devait s'exprimer sur le RIC législatif ou sur les traités. Pas sur le RIC constitutionnel. Mais c'est pour ça aussi, mais là on n'a pas arbitré dans le parti, de savoir qu'à partir du moment où il y a le Conseil constitutionnel n'a plus d'emprise, est-ce qu'il ne faut pas quand même renforcer les conditions de validation par le peuple d'un RIC constitutionnel? Est-ce qu'il ne faut pas élever le niveau d'approbation à 60% des votants? Voilà. Ça, c'est le... Comment vous dire, aujourd'hui, il n'y a pas de renforcement des critères du RIC, du référendum ordinaire, quand il touche à la Constitution, parce qu'on considère que le président de la République est le garant des institutions. À partir du moment où c'est le peuple qui fait des modifications dans la Constitution, est-ce qu'il ne faut pas renforcer le seuil? Par exemple, quand c'est le gouvernement, quand on passe par le Congrès, quand c'est le Congrès, c'est-à-dire la réunion de l'Assemblée nationale et du Sénat à Versailles qui change la Constitution, il faut voter à 66%, je crois, ou 60%, là j'ai un trou de mémoire. Enfin, le seuil de vote du Congrès est supérieur à 60 ou 66% et pas à 50% simple. Donc est-ce qu'il faut suivre le processus pour le RIC constitutionnel ou est-ce qu'on considère que le peuple qui est le gardien de la Constitution l'est? Dans ce cas-là, je pense qu'il faudrait un minimum de participation. Voilà. Je pense, voilà. Là, il y a vraiment un sujet quand même à arbitrer. Merci beaucoup. Merci à vous. Pour cette audition.